Comme ça, Vas-y, vas-y, ouais, ouais. on va faire les coupes et tout. Super. Ok, alors, hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview pépite avec un de mes mentors en affaires qui s'appelle Mathias Mazur, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci Mathias, vraiment d'être là aujourd'hui, c'est cool. Ça fait plaisir, merci. Je sais que ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on Ouais, s'est rencontrés, sauf erreur. exactement. Ouais. Top. Donc ouais, merci de prendre le temps pour cette interview aujourd'hui. Pour te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, du coup, tu es ancien tennisman, ancien sportif de haut niveau. Tu es citoyen suisse. Ça fait plus de presque 2 décennies maintenant que tu as lancé et que tu développes des activités. Tu gères des entreprises non seulement en Suisse, en Europe, tu as aussi des activités aux États-Unis. Mhm. Donc c'est voilà, tu as une super expérience de développement d'activité. Euh, Justement, ce que tu fais et là où on s'est rencontrés, c'est parce que tu accompagnes aussi des entrepreneurs à créer et développer leur activité en ligne. Ouais. On s'est rencontrés justement à cette occasion en 2017. Mhm. Un de tes programmes que j'ai suivi, donc Conversion Massive, qui m'a vraiment aidé à structurer mon activité et à clairement me lancer en tant qu'entrepreneur réellement et pas en tant qu'artisan en fait qui Ouais. développe un peu une activité. Ça, c'est super important pour tout le monde, notamment ceux qui veulent se lancer. On en parlera un petit peu après. Et du coup, merci, bon, je l'ai déjà dit, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va parler de leadership, on va parler de développer sa propre vision, surtout, de la réussite. On va parler de comment exploiter ses talents et aussi et surtout comment vivre sa vie selon ses propres règles. Parce que s'il y a vraiment un truc qui m'inspire profondément chez toi, c'est ton franc-parler et c'est cette manière que tu as de faire tout simplement ce qui te plaît sans en avoir rien à faire de ce que font les autres et pas dans une posture arrogante. Et j'insiste Mhm. là-dessus parce que on voit de tout aujourd'hui. Et moi, je te suis justement depuis 2016 maintenant, même si Mhm. j'ai mis 1 an avant de devenir cliente parce que j'ai bien étudié le personnage. Et ce que j'adore, c'est que ça fait plus de 4 ans et tu es toujours aussi droit dans tes bottes, entre guillemets. Mhm. Tu promets pas monts et merveilles et tu restes aligné en fait. Ouais. Et c'est cet alignement que j'aimerais qu'on évoque ensemble aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de questions à te proposer à propos de ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est inspirant pour tout le monde qui nous écoute aussi, qui cherche cet épanouissement justement. Et l'épanouissement, on peut l'avoir quand on est soi-même dans le pro et dans le perso. Parce que j'ai souvent cette question, ce sera peut-être la première, qui revient auprès des personnes que j'accompagne, c'est en fait je me rends compte que dans le perso je suis comme ça, mais Mhm. dans le pro, j'arrive pas à vraiment être la même personne et je me dis que ce serait bien d'oser être la même personne dans le pro et dans le perso. Du coup, ma première question, ce serait pour toi, Mathias, quelle est ta définition de la réussite finalement? On peut en parler des jours, tu vois. Déjà, première chose, merci pour tous comment dire, les gentils mots. Euh, je connais le développement de ton activité au début, les réussites que tu as eues, donc c'est super inspirant aussi pour ton audience. Donc, je remercie pour ça. Euh, Là, au niveau de la réussite, on peut parler on peut en parler des jours. Ouais, Donc, si on devait résumer ça en quelques minutes, je pense que la première chose à dire, je pense que ça dépend vraiment. Pour chaque personne, la réussite va être différente. exactement. Euh, la réussite la plus importante à mes yeux, c'est la réussite personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui fait plaisir à chaque personne. Parce que quelqu'un qui t'écoute va avoir des objectifs ou une vision de la réussite très différente de toi ou de moi. On demande à 10 personnes, on va avoir plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. On va avoir la joie, on va avoir peut-être la réussite financière qui donne de la liberté, on va avoir la liberté de temps, on va avoir la bonne santé forcément. Mais donc, il y a des ingrédients qui se retrouvent. Euh, mais pour moi, personnellement, je dirais que si je devais définir la réussite, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut Ouais, sans avoir de contraintes. Et je dirais que tout le monde a des contraintes, des contraintes. On a tous des contraintes. Ça fait partie de la vie. Mais ne pas avoir des contraintes qui nous alourdissent. Et je pense que la réussite, la définition de la réussite va toujours évoluer au fur et à mesure de l'activité qu'on a ou de l'évolution de l'activité ou de l'évolution de la personne, une évolution personnelle. Et si tu me demandais il y a 15 ans, j'aurais pas la même
comment dire, la même réponse qu'aujourd'hui. Et dans 15 ans, je n'aurai probablement pas la même réponse qu'aujourd'hui. Mais je pense que ça passe, la première chose, par être fidèle à ce qu'on veut. Et vis-à-vis de soi-même sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi. Parce que tu vas demander à un artiste qui, qui est peut-être à la limite de subsister financièrement, mais qui a suffisamment de réserves financières pour faire son art, et il est tout content. Et ça, c'est la réussite pour lui, c'est de pouvoir vivre de son art. Et tu vas demander à des investisseurs ou à des banquiers, et pour eux, la réussite, qu'on le veuille ou pas, c'est une réussite qui passe d'abord, par exemple, par la finance. Donc, donc le but, c'est vraiment de trouver ce qui joue pour soi. Et c'est pour ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, que j'ai évolué forcément depuis 2017, encore heureux, parce que si on n'évolue pas, on meurt. Mais dans les valeurs ou ce qui me définissait, ce qui me définit, euh, ça restera toujours plus ou moins pareil. Si le fond change, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas en place. Et il n'y a pas de problème tant que c'est une évolution positive. Mais pour résumer la réussite, je dirais déjà de trouver ce qui nous plaît à nous et d'être fidèle à ça, et de ne pas avoir peur de vivre selon ça finalement. Exactement. Ouais, tout à fait. On se rejoint complètement là-dessus. Et une grande partie de mon travail, c'est d'aider justement mes clients à identifier ce qui leur plaît, à la fois leurs valeurs, à la fois ce qui leur plaît vraiment, vers là où ils veulent aller. Et surtout ensuite, c'est de s'autoriser à y aller. Tu vois, il y a un grand… Parce que c'est une chose de définir, et après de croire que c'est possible pour soi. C'est un des gros challenges que moi j'ai rencontré, que rencontrent aussi les personnes que j'accompagne. Ouais. J'aimerais que tu me parles aussi de, parce que ça fait du lien, comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non. Je sais que dire non, bah, du coup, c'est un peu le début de tout et de penser à soi. Et j'ai re-regardé ton bouquin 30 ans 30 juste avant l'interview, et c'est le premier chapitre. Donc je me suis dit, bon, c'est parfait. Ce serait quoi tes conseils pour apprendre à dire non? C'est hyper paradoxal parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, par définition, voit le monde, voit le potentiel. C'est comme ça que je le définis toujours. On voit quelque chose, on voit un restaurant, on voit un vélo, on voit un business, et on se dit, je peux faire mieux. Ou bien, quelqu'un peut mieux faire. Donc, par définition, on voit ce qui n'est pas encore là. Et donc, c'est un certain état d'esprit que pas tout le monde n'a, très franchement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, la difficulté vient quand on voit le potentiel et on se dit, ah oui, voilà, je peux faire ça, 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 ça. Le problème, généralement, et je suis sûr que tu le vois avec tes clients directement, c'est, OK, il y a 20 choses que je peux faire, mais on sait que je ne peux pas faire les 20 choses aujourd'hui. C'est simplement pas possible. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas les ressources financières, il n'y a pas les personnes autour de soi pour pouvoir faire ça. Donc, la question après, c'est à quoi est-ce que je dis non finalement? Parce que je ne peux pas dire oui à tout. Et le plus j'avance même dans l'évolution de on appelle ça la carrière d'entrepreneur et d'investisseur, le plus je suis orienté vers les investissements et beaucoup moins vers le quotidien. Et le plus, c'est une question de dire non. Et parce que les opportunités, les idées de projet, les idées de partenariat, les idées en général, il va toujours y en avoir. Le problème que les entrepreneurs ont, c'est laquelle de ces 10 options va me générer le meilleur retour. Le retour sur investissement, mais pas seulement financier, le retour sur investissement d'énergie, de temps, de ressources, de satisfaction. Et c'est quelque chose qu'on apprend avec les années à dire non. Il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus enclin à dire oui à beaucoup de choses. Et je pense que c'est pas négatif. Ça m'a ouvert des relations que j'ai aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout bête. Je ne sais pas si j'en parle dans 30 règles d'or, mais je sais que j'en ai parlé en événement. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu entre 2008 et 2010 aux USA. Et puis, je suis un peu par hasard tombé dans le monde de la rencontre avec beaucoup de producteurs de films, des gros films et grosses séries télé. Et, et je me rappelle qu'il y avait des rencontres. Les deux pôles aux États-Unis, c'est Los Angeles et New York. C'est vraiment les deux pôles de production. Et je me rappelle quand j'avais 21, 22 ans, où un ami à moi m'a dit, ah voilà, tel était le producteur qui
Et le truc cool, c'est que moi, je pouvais apporter mes connaissances du monde digital et du marketing. Et eux, c'était à l'époque, au début des réseaux sociaux, au début des blogs. Donc, ça m'a ouvert une brèche finalement de dire, OK, je veux pas de votre temps, moi, je peux apporter ça. Et donc, j'ai un exemple, un ami à moi me dit, voilà, je te présente à cette productrice qui habite à New York. Contacte la productrice, on discute. Elle me dit, je fais une fête chez moi ces prochains jours, c'est une semaine plus tard à New York. Si tu es à New York, fais signe. Mhm. Et puis la première chose que j'ai dit, c'est oui, ça tombe bien parce que je serai à New York ce jour-là pour le rendez-vous, donc ce sera avec plaisir comment dire, de venir et de rencontrer. Il se trouve que je suis encore ami très proche avec cette personne-là, chose qu'aujourd'hui je ne ferais pas, tu vois. D'accord, ouais. Donc le fait de dire oui à cette opportunité-là, à cette ouverture, c'était génial. Euh, mais aujourd'hui, je le ferai pas. Donc tout ça pour dire il y a des phases dans le développement de soi dans une activité en tant qu'entrepreneur où c'est OK de dire oui. Mm, Parce que c'est ça qui ouvre les portes finalement. Et on ne sait jamais dans l'entrepreneuriat, tu le sais maintenant, on ne sait pas quand est-ce que cette porte-là, sur les 50 portes que tu vas ouvrir, tu ne sais pas ce que la porte numéro 22 va donner. Peut-être que c'est celle qui va t'ouvrir deux partenariats qui peuvent te faire vivre pendant 10 ans. mm, mm. Mais Ouais, il faut l'ouvrir la porte. ouais. Donc, donc, où il faut jouer finement entre, trouver le juste milieu entre dire oui Mm, et à un moment donné viendra un temps il y a simplement pas le temps, il n'y a pas suffisamment de minutes dans la journée pour dire oui à tout. Et c'est là où il faut commencer à dire non. mm. Yes. Et, et il faut reconnaître cette transition-là. Mm, mm, mm. Donc finalement, ça prend du temps d'apprendre à dire non à la fois pour investir son temps ou pas, et aussi par rapport aux personnes toxiques, entre guillemets, enfin filtrées, à qui on donne son temps. Parce que Exactement. voilà, Ouais. il y a aussi ça, exact. Yes. Parfait. Une autre question que j'ai pour toi, je travaille pas mal sur l'identification des talents, parce que je pars du principe Mm. que pour s'éclater, déjà, c'est important de connaître ce qu'on aime faire et ce dans quoi on est super bon. Et Mm. l'avantage avec le talent, c'est que quand on est aligné sur son talent, qu'on fait un truc qu'on adore, à la fois on va être bon, et en plus ça va être facile pour nous, et on va avoir des super bons résultats. Donc ça, c'est un peu le Graal de trouver quel est son talent. J'aimerais voilà, avoir ton point de vue là-dessus. Déjà, quel est peut-être ton ou tes talents? Alors, t'en as beaucoup comme tout le monde, mais voilà, je pense que tu as su les identifier assez jeune. Mm. Comment est-ce que tu as fait pour les identifier? Et puis, quels sont tes talents? Voilà. C'est une bonne question. Et c'est une question que le plus de réussite tu veux dans un domaine, le plus tu dois te poser cette question fréquemment. C'est vraiment une question que tu dois te poser, que je me pose depuis le premier jour et que je raffine de plus en plus. Et c'est vraiment une question quasiment quotidienne parce qu'après, tu dois juger quel est ton talent et est-ce que les choses que tu fais au quotidien Ouais. jouent sur ce talent-là ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Euh, si si je devais isoler un talent principal, je pense que c'est dur parce qu'il y en a tellement que tu dois développer pour durer déjà de un. Ouais. Je dirais s'il y a un super pouvoir en quelque sorte, c'est vraiment la psychologie. La psychologie. Ouais. Et je dirais donc la psychologie appliquée à la vente, au marketing. Mhm. Et donc, tu me vois le faire en événement. Ouais. Je peux vendre d'une minute à l'autre. Je Mhm. peux trouver les gâchettes et les éléments persuasifs pour vendre un téléphone ou bien un produit de perte de poids ou bien un service comment dire, de création de site. Mhm. Et c'est très facile pour moi. Tu le Mhm. vois quand je fais par exemple, des interventions en direct devant une salle où je ne connais pas le business et 15 minutes plus tard, j'arrive à isoler les éléments principaux d'un business, voir les opportunités et voir comment transformer ça en des opportunités financières. Complètement. Donc je pense que, et j'en ai parlé récemment avec un de mes anciens entraîneurs de tennis, Johan, et pour lui, il arrive à décoder un joueur de tennis. C'est-à-dire qu'il arrive à voir un joueur sur 5 minutes, il arrive à tout voir. Il arrive à voir
les transitions sur le terrain où ça va être difficile, forcément, moi, j'arrivais à le voir aussi parce que j'ai grandi là-dedans, mais lui est extrêmement talentueux là-dedans. Hmm. C'est-à-dire qu'il peut voir un joueur pendant 5 minutes et savoir exactement quoi faire s'il doit le jouer dans 5 minutes. Et certains joueurs n'arrivent pas, et certains joueurs arrivent mieux que d'autres. Donc Federer, en l'occurrence, c'est un des génies parce qu'il arrive à décoder, à voir les failles dans le code finalement informatique du joueur en face de lui. Hmm. Pour moi, je dirais que mon talent principal, c'est d'arriver à comprendre l'activité en question qui est en face de moi et de voir quels sont les éléments principaux. Est-ce que c'est important de se concentrer sur concrètement la page de capture? Quels sont les éléments qui vont déclencher et positionner l'offre que je vais vendre derrière? Euh, Est-ce que le tarif est trop bas par rapport à ce secteur? Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres additionnelles? Est-ce qu'il y a une chaîne de trafic qu'on n'utilise pas encore? Quelle est la dynamique? Est-ce qu'on joue sur une fenêtre de conversion et est-ce qu'on veut convertir un client entre 0 et 14 jours? Il y a des marchés où on doit aller dans une conversion rapide, d'autres où ça va prendre 6 à 12 mois. On a des clients, tu l'as dit au début de l'interview, ça t'a pris 12 mois pour prendre une décision. Donc, je suis très bon à reconnaître l'activité finalement et voir qu'est-ce qui est important pour chaque activité. Et ça, pour moi, c'est très facile de le faire. Et encore une fois, c'est pas du tout que je me la pète, c'est juste que pour Non, moi, non, mais justement, c'est la identifier ça, définition. c'est très facile. Ouais. Ouais, complètement. Et puis moi, pour te suivre depuis, oui, depuis 4 ans maintenant, sous différents formats, webinaires, en vrai, en formation aussi, parce que même là, Ouais, je suis en train de revoir en ce moment ouais, Closer Pro. certifié, ouais. Du coup, Closer certifié, ouais, merci. Ouais. Et du coup, je te revois de temps en temps dans les formations et je vois aussi, moi, en affinant mon talent de détecter aussi les personnes, le potentiel des personnes, la psychologie, c'est quelque chose que je partage aussi avec toi. Et c'est vrai que je vois que tu le fais de manière tellement naturelle et sous différents formats. Ça peut être formation, ça peut être vente, effectivement. Donc c'est hyper précis et c'est hyper puissant ce talent. Comment tu as fait pour l'identifier en fait? Ça, c'est une question que se posent beaucoup de mes clients. Au début, c'est vraiment la page blanche de mais dans quoi je suis vraiment bon en fait. Et parce qu'à un moment aussi, c'est ça une des clés en tout cas pour moi, c'est qu'à un moment, il faut se dire bah, je suis bon là-dedans et je l'assume quoi. Il n'y a personne qui va venir te décerner le diplôme du je suis bon en ça. Et comment tu as Bah, fait ça toi? il faut tout autant savoir détecter les talents. Je dirais que c'est important, mais ce qui est presque plus important, c'est de détecter ses faiblesses et de pas avoir peur d'être clair avec ça. Euh, et là, aujourd'hui, on a j'ai plus de 40 collaborateurs, on a ouvert 10 postes au mois de juin. Maintenant, j'allais envoyer un mail, donc cette semaine, on a ouvert 10 postes, donc 20% plus comment dire, de personnel dans les équipes. Donc l'activité accélère encore plus maintenant. Et donc, ce qui fait que je dois être encore plus honnête avec mes équipes. Et c'est le cas si tu parles avec même Jessica et qui tu es, il y a des choses où c'est pas pour moi. Et je suis très honnête avec l'équipe. Je leur dis, écoutez, moi, je suis mon génie finalement, et je leur dis littéralement ça sur les rendez-vous. Mon talent, mon génie, ma zone de génie, c'est ça. Mais ça veut dire que toutes ces autres choses, je n'aime pas les faire, je ne veux pas les faire, et c'est pas moi qui dois les faire. Et donc, il y a une des choses où je pense qu'il faut être honnête des deux côtés, où on est très très bon. Et il y a aussi d'autres choses où je donne toujours l'exemple, par exemple, de Cristiano Ronaldo ou Messi. C'est pas lui qui va aller tondre la pelouse. Il peut le faire, bien sûr. Tout le monde sait tondre une pelouse. C'est pas son job. Exact. Il peut nettoyer ses chaussures. C'est pas son job. Il peut aller faire la lessive pour son maillot. C'est pas son job. Il peut faire ces choses-là. De la même manière que tu peux faire des choses, mais c'est pas ton job de le faire si tu veux marquer 2 buts par match en finale de la Champions League. Tu dois te concentrer sur la zone de génie et c'est est-ce que je vais pouvoir concrétiser dans les 16 mètres. Ça, c'est mon job. Et donc, la zone de génie, c'est pour revenir à ce que j'ai tout à l'heure où moi, je dois savoir prendre une offre et savoir ce qui convertit et si ça ne convertit pas, qu'est-ce que je dois faire pour convertir. C'est pas mon job de m'occuper du design graphique. C'est pas mon job de m'occuper des noms de domaine. C'est très important. Et il faut pas que ce soit délaissé, mais c'est pas du tout. C'est un non pour revenir à ce qu'on disait au début. C'est tout ce qui ne rentre pas dans ma zone essentielle de génie, c'est délégué à d'autres qui de un apprécient le travail
Parce que tu parles à un designer, il adore designer. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, pourquoi est-ce que je devrais faire quelque chose où de un, je suis pas bon et de deux, j'ai pas envie de le faire. D'autres personnes peuvent le faire. Ce qui, toi, est le plus important dans tout ça, c'est que la personne en question puisse se concentrer le plus longtemps possible sur sa zone de génie, Mmh. sur le talent qu'il a, la compétence unique qui rend l'élément unique. Et donc, pour revenir à cet exemple de Messi ou de Ronaldo, c'est son coup franc. Parce qu'il sait qu'il va avoir une occasion sur le match et il va devoir marquer. C'est pour ça qu'il est payé. Mmh. Il peut avoir nettoyé toutes les chaussures de l'équipe, avoir fondu la pelouse. C'est cool, mais c'est pas pour ça qu'il est payé. Mmh. Et donc, il faut vraiment être prêt à se décharger et déléguer le plus de tâches possible pour se libérer le temps pour opérer uniquement dans la zone de génie. Et donc, ça veut dire reconnaître ses faiblesses. Et je vais te donner un exemple, par exemple, pour moi. Je suis, je suis un super visionnaire. Je vois que j'ai une clarté absolue sur où je veux aller. Mmh. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres, c'est pas du tout leur truc. Ils savent pas du tout aller. Par contre, ils savent très bien opérer quand on leur donne la vision. Et donc, j'ai plusieurs membres dans l'équipe qui sont à un niveau de haut de responsabilité, où si on leur demande où est-ce que tu vois l'activité dans 5 ans, ils sont incapables de dire. Et il n'y a aucun problème, c'est juste que c'est pas leur rôle. Moi, tu me demandes dans 5 ans où je veux aller, je peux te dire exactement la vision. Par contre, ils sont extrêmement bons à créer par rapport à cette grande vision un plan sur les 6 et 12 prochains mois et à l'exécuter chaque jour et à trouver les bonnes personnes et à surveiller les chiffres et à recruter et à former les bonnes personnes. Et donc, moi j'ai horreur de ça, Mmh. par exemple, tu vois. Je Je comprends la vision parce que j'arrive pas à avoir tenu 15 ans dans l'entrepreneuriat avec zéro investissement externe et arriver à bientôt 50 collaborateurs sans comprendre ça. Mais c'est pas mon truc, j'ai horreur de ça. Et donc, il faut se décharger rapidement des choses qu'on n'aime pas et être très honnête avec ses équipes en disant, c'est pas pour moi, je ne veux pas le faire, je n'aime pas le faire et donc quelqu'un d'autre doit le faire pour que je puisse me concentrer sur ma zone de talent, ma zone de génie. Voilà. Ouais, complètement. Et du coup, tu fais bien la transition sur un autre sujet dont tu parles souvent, d'ailleurs, dans les séminaires et qui est super important, c'est l'ego, en fait. Gérer son Mm. ego, parce que trouver ses talents, ok, détecter ses points faibles et assumer, entre guillemets, pour un Mm. certain nombre de personnes, c'est compliqué de se dire, bah voilà, j'ai ça comme point faible. Comment est-ce que, enfin, si tu avais un conseil, parce que pareil, l'ego, on peut en parler pendant des jours et des jours, Mm. mais un conseil pour écouter son ego, qui des fois est aussi cette petite voix qui va se manifester dès que tu veux créer quelque chose de nouveau et qui va te dire attention, non, c'est pas pour toi, etc. Comment toi tu fais pour à la fois, enfin, pour t'en servir, sans lui dire bah, non, je t'écoute pas, tu sers à rien, parce que ça c'est comme lui claquer la porte au nez et c'est très Ouais. mauvais. Et en même temps, si on l'écoute tout le temps, ça va pas non plus. Donc, ce serait quoi ton conseil, toi, pour doser là-dessus? J'ai eu la chance d'avoir un super prof de théâtre il y a une dizaine d'années qui a vraiment résumé la chose bien. Et la première chose, c'est enfin, la manière dont je l'ai compris, dont je l'interprète et dont j'utilise, c'est d'essayer d'observer l'ego sans vouloir y toucher d'abord. Et c'est très difficile pour certains. Donc, c'est en gros de se passer à la troisième personne. Donc, en gros, voilà, quelqu'un te fait, donc typiquement, tu es dans la cour de récréation, quelqu'un te pousse, tu tombes par terre. La réaction primale, c'est je vais lui mettre une claque, je vais me lever, je vais courir, je vais hurler, je vais pleurer. Ça, c'est l'ego. Ok. Donc comment dire, la maturité en quelque sorte, ou cet élément de dire stop, attends, je vais observer. Et le fait d'observer finalement, et ça c'est une chose que beaucoup de profs de théâtre et de profs de ciné font faire, c'est de te mettre dans des situations de par des jeux de rôle, de par du travail sur scène, où tu es dans des situations inconfortables, où tu es poussé par d'autres facteurs, et où il te dit je veux pas ton commentaire, je veux pas que tu me dises quoi que ce soit, je veux que tu observes ce qui se passe. Je veux que tu observes et que tu puisses m'expliquer tes émotions. Est-ce que tu as envie d'exposer la gueule à la personne? Parce que c'est primal. Est-ce que tu as envie de pleurer? Est-ce que tu es inaffecté? Qu'est-ce que tu ressens finalement? Donc,
tout ça pour dire que la première chose, c'est de voir, c'est d'essayer de séparer et d'observer sans faire quoi que ce soit. Parce que la première, les deux notions que l'être humain, et on revient à ce que je disais sur la psychologie, Ouais. les deux notions que l'être humain généralement veut faire, c'est soit attaquer, soit reculer. Donc, soit on va au combat, soit on part en retraite. Et c'est là que l'entrepreneur fait les erreurs. Parce que généralement, quand c'est difficile, il va soit aller au conflit, ce qui n'est pas toujours la bonne chose, ou bien arrêter complètement un projet, ce qui n'est parfois pas la bonne chose. La meilleure chose parfois, c'est de rien faire, juste de stopper, de se calmer, puis simplement d'observer. Et pour, j'appelle ça dompter l'ego en quelque sorte, parce que l'ego va toujours être là. On ne peut pas éliminer l'ego, c'est ce qui nous rend humains, c'est un des éléments qu'on va avoir toute notre vie. C'est pas du tout une notion où il faut essayer de se détacher complètement de l'ego et puis de détruire l'ego ou de le pousser de côté. Il va être là. C'est un petit peu comme le nuage qui va toujours être là. La première chose à faire, c'est de pouvoir l'observer, sans critiquer, sans vouloir le changer, juste de dire qu'est-ce que, ok, j'ai un concurrent ou bien un ancien collègue qui m'a fait un coup tordu, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que je suis enragé? Est-ce que je me sens trahi? Qu'est-ce qui se passe? Et la première chose, ça c'est la première étape si on peut observer et prendre du recul. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je dirais, c'est si on peut, le plus l'entrepreneur ou l'être humain en général peut enlever ses émotions, et c'est très difficile, surtout au début quand on n'a pas encore fait ce travail, le plus on peut prendre de décisions non émotionnelles, généralement, le mieux le mieux on va prendre de bonnes décisions. Et là, moi j'ai eu la chance d'être dans le monde du sport pro, et une des premières choses qu'on t'apprend quand tu as 12 ans, c'est tu es sur un terrain, tu vas être 2 heures sous le soleil à jouer, tu peux pas lancer ta raquette à tous les points, tu dois pouvoir digérer. Et donc, ça veut dire que tu dois pouvoir te séparer entre émotions et puis le sport, parce que dans 10 secondes, tu vas devoir jouer un prochain point. Donc, si tu es toujours fâché, le match, il va être très court. Donc, j'ai eu la chance, en quelque sorte, d'être formaté comme ça pendant des années où c'est, OK, tu peux soit hurler, soit tu peux digérer, passer au prochain point. Et là où un de mes entraîneurs, justement, Johan, qui était un de mes mentors quand je me suis blessé, il me disait cette phrase toujours que le tennis, c'est une école de vie finalement. Et je l'ai compris après le tennis. Ouais. Parce que finalement, au tennis, qu'est-ce qui se passe? C'est un assemblage de points. Chaque point, c'est une porte. Chaque point, c'est une ouverture. Chaque point, c'est une opportunité. Et donc, soit tu peux, c'est comme une bille finalement. Tu sais, quand tu fais un collier, tu prends la bille, tu enfiles. Soit tu peux faire des erreurs pendant les 200 billes et donc ton collier est horrible. Ou bien tu peux prendre du recul et dire, OK, j'ai fait 2 erreurs ici, calme, je vais réfléchir, je prends un moment, je vais peut-être prendre un jour de congé et je vais ensuite réfléchir, est-ce que c'est bien d'aller dans telle direction ou pas. Et le plus on peut prendre ce recul et puis finalement se détacher de prendre une décision immédiate, généralement, le mieux on le fait. Et ça vient avec l'expérience, ça vient avec le recul. Le plus on peut calmer la décision, le plus on peut observer sans vouloir tout de suite contrer la chose, mais de dire, OK, tel événement s'est passé. Euh, Est-ce que c'est vraiment important d'aller au combat? Est-ce que est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou bien est-ce que j'ai bien assez de choses à faire et puis ça vaudrait même pas la peine de se soucier? Et la plus grande réussite, la plus grande fierté que j'ai dans mes équipes, c'est quand mes équipes qui arrivent comme ça après 1 an ou 2 ou 3 ans, elles-mêmes arrivent à dire à leurs équipes, Ouais. en tous d'eux, de dire c'est pas grave, ou bien réfléchis comme ça, recentre-toi, c'est pas grave, on avance, il y a autre chose à faire. Donc, observer finalement, sans vouloir critiquer, sans vouloir faire, mais vraiment calmement observer l'ego. Oui, exactement. Observer pour répondre et non pas réagir, en fait. C'est ce que Ouais. j'ai Les appris à plus faire. mauvaises décisions, que ce soit Complètement. dans l'entrepreneuriat, l'investissement, les plus mauvaises décisions, toutes les plus mauvaises décisions sont celles prises en urgence, en réaction. Ouais, complètement.
Yes. Et l'urgence, généralement, dans ce cas-là, le mode, comme tu dis, réactif, immédiat, généralement apporte pas de bonnes choses. Et si tu veux aller dans l'extrême et pousser ça, le nombre de crimes ou de meurtres passionnels, c'est généralement une réponse immédiate. Et après, on se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors Exact. que si on peut couper, prendre quelques heures, quelques jours off, généralement, ce genre d'acte ne se passe pas. Donc, l'entrepreneur aurait toujours mieux à calmer la chose, prendre un jour de congé, réfléchir et revenir pour voir est-ce que ça vaut la peine de prendre telle décision. Yes, complètement. J'ai encore deux questions Ouais, sur ouais. deux sujets. Le premier, c'est le momentum. J'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un petit peu aux personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs ce que c'est Ouais. que ce momentum, ce que j'adore, ce que ça décrit. Donc, qu'est-ce que c'est? Quoi faire avec? En fait, Mm. le momentum, il y a un truc, c'est de le créer, mais après, c'est Ouais. de le garder, Ouais. si j'ai bien tout suivi. Et surtout, quelle différence ça fait quand on a ce momentum. Le momentum, c'est malheureux parce qu'il n'y a pas vraiment de mot français. Le seul mot français qu'on traduirait, c'est le mot élan, mais Mm, ça n'a pas la même connotation. Le momentum, c'est vraiment, pour moi, la manière dont je le vis, et je l'explique, c'est vraiment un état de flow où les choses vont bien. C'est où tu as deux rendez-vous avec des clients et tu signes deux clients sur le moment. mm, C'est où il y a la presse qui te demande pour un entretien. C'est où tu as une bonne nouvelle personnelle. Et c'est là où tu te dis, et tout le monde l'a eu à un moment donné dans la vie, que ce soit perso ou pro, c'est merde, les choses vont bien. C'est genre, ça roule, ça coule. mm, Et on l'a tous eu, même les non-entrepreneurs l'ont eu. mm. Et donc, c'est ces phases-là de la vie où on se dit, mais waouh, tout va bien. Si quelqu'un reste ça et puis il ou elle est dans le salariat, c'est j'ai une promotion et je me suis remis avec la personne que j'aime et j'ai une bonne nouvelle de santé et j'ai commencé un nouveau sport. Sur waouh, les choses coulent. Et donc, c'est vraiment un ingrédient, c'est un petit peu un ingrédient qui est hyper délicat parce que ce moment, cette sensation-là, on veut l'avoir le plus longtemps possible. La réalité est que ça dure pas infiniment, indéfiniment. Euh, le le plus important, c'est d'abord de reconnaître que les choses vont bien. Ouais, c'est clair. Et d'abord, encore une fois, donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'observer, c'est de dire, OK, tout se passe bien. Mm, Ça ne veut pas du tout dire que ça va mal aller, parce qu'après, il y a certaines personnes qui ont été, de par leur éducation, qui pensent que dès que ça va bien, les choses vont mal, alors que c'est pas vrai. Mais d'être conscient que, OK, les choses coulent maintenant. Et donc, la première chose à faire, c'est donc de reconnaître, et puis ensuite d'essayer d'utiliser cette énergie positive pour ouais. préparer, ouvrir d'autres portes. Ça Mm, peut être contacter des clients potentiels pour la suite. mm, Parce que le momentum, c'est vraiment des vagues qui vont monter, descendre. C'est vraiment comme la mer, finalement. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et c'est quand les choses vont en montant qu'il faut préparer le creux d'après. Parce qu'il va y avoir n'importe quel sportif de haut niveau, n'importe quel entrepreneur, investisseur, les meilleurs ont connu généralement le plus de creux parce qu'ils ont duré sur les années. Donc, la première chose, c'est pendant les phases où la vie va bien, si on résumait le momentum sur les choses cool, les choses sont faciles, c'est de préparer, c'est d'avoir la lucidité de dire, OK, tout va bien, je vais préparer le creux qui va arriver. Parce que le creux va arriver, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois, ça. mais à un moment donné, il va y avoir un creux. Il va y avoir un client qui annule, il va y avoir peut-être une restructuration de l'entreprise et puis ils vont changer de poste si vous êtes dans le salariat. Il va y avoir peut-être une rupture amoureuse qui va coûter sur le plan euh, émotionnel et énergie. Il va y avoir un creux, c'est inévitable. Donc c'est pendant les phases où les choses vont bien qu'il faut préparer la suite. Et malheureusement, statistiquement, l'être humain est horrible à préparer et ne sait pas faire les choses en avance. Donc, le meilleur conseil, c'est de dire, quand les choses vont bien, c'est de préparer parce que les choses vont inévitablement à un moment donné tourner. Ouais, exact. Donc, Yes. préparer l'après-momentum. Et quand les choses, si vous regardez ça et puis que les choses vont pas vraiment bien, une des choses que je fais personnellement quand les choses, surtout, la chance que j'ai maintenant, c'est qu'avec justement des dizaines de collaborateurs, j'ai plus besoin, moi, de créer le momentum parce que eux, finalement, créent le momentum tous Et les oui. jours eux-mêmes en se faisant.
Mais quand on est seul, j'ai connu ces phases où on est seul et on se dit: «Il y a rien qui bouge. Il y a rien». Une des choses que j'ai fait, délibérément, c'est de faire un surplus d'activités. Donc moi, tout au long de ma vie, j'ai toujours résolu et ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire, c'est simplement que ça a toujours fonctionné pour moi, c'est de faire beaucoup de choses. Mmh. C'est-à-dire au tennis, quand ça allait pas, par exemple, avant que je devienne numéro 1 et enfin en Suisse et sur le circuit européen en junior, quand j'étais pas numéro 1 encore, ma solution, c'était de surtravailler. Donc de travailler plus que les autres, d'aller faire plus d'heures, plus d'heures, plus d'heures, plus de paniers serrés, plus de sprints, plus de musculation, plus tout simplement. Et c'est comme un petit peu le plus tu crées de mouvements, le plus tu crées d'opportunités pour que quelque chose arrive. Complètement. Donc quand les choses ne vont pas, hem, aujourd'hui avec le recul, je dirais déjà de réfléchir à ce qu'on veut faire, mais ensuite de comprendre qu'il faut prendre énormément d'actions. C'est un petit peu comme Ouais. quand tu planes Mmh. et que tu as plus rien à un moment donné, tu vas devoir battre des ailes très Ouais, rapidement ouais. avant d'arriver au sol Mmh. et tu vas devoir surbattre pour rétablir la trajectoire. Mmh. Donc moi, j'ai toujours résolu les baisses de momentum par faire beaucoup de choses Mmh. et sur les 10 activités, je vais te donner des exemples concrets. Si vous êtes entrepreneur, ça peut être: «OK, je vais aller écrire 20 articles. Je vais écrire 20 articles, je vais mettre ça sur mon blog. Normalement, j'en écris 3 par mois. Ce mois-ci, je vais en écrire 20 parce que peut-être que quelqu'un va lire cet article dans 2 Ouais. mois et puis me payer». Mmh. Je vais contacter non pas 5 partenaires potentiels, mais ce mois-ci, je vais vraiment travailler. Je vais travailler 2 heures de plus par jour, de 20 heures à 22 heures. Je vais en contacter 50. Mmh. Donc, c'est vraiment de Créer multiplier une énergie. totalement, de multiplier. Génial. Et en sachant tout à fait que c'est pas quelque chose qui est, en anglais, il y a ce mot que j'aime beaucoup qui est le mot sustainable. Pas quelque chose qu'on peut continuer sur la durée. On va pas pouvoir durer en faisant 50 choses alors qu'on a l'habitude d'en faire 3 ou 4. Mais pendant ces phases où les choses vont moins bien, c'est là où on doit redoubler d'efforts, en l'occurrence multiplier par 3, 5, 10, 20 les efforts fournis. Parce qu'à un moment donné, quelque chose de bien généralement se passe quand on ouvre beaucoup de portes. Donc, si les choses vont pas bien, moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est de multiplier l'effort, de surfaire. Génial. Et à un moment donné, quelque chose clique. Quelque chose va marcher. Ouais, complètement. Ouais. Bah, merci pour cette image. J'aime bien l'image du planeur. Enfin, c'est hyper parlant. Du coup, c'est vrai que quand tu es à l'arrêt, bah, il faut redécoller d'une manière ou d'une Ouais. autre. Il faut t'avancer. Donc, génial. Et ce que je retiens aussi, c'est que le momentum, ça ne peut pas durer tout le temps non plus. Et le but, c'est pas non plus de s'épuiser et d'être tout le temps à fond. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, moi, par le côté un peu burn-out où Ouais. j'adore faire beaucoup de choses, donc j'ai besoin d'un haut niveau d'activité. Ouais. Mais en faisant ça, finalement, la seule chose qui a réussi à m'arrêter, c'est pas que je fais un burn-out, c'est que je me rends compte que je gaspille de la Mmh. créativité et de l'énergie en Ouais. allant tellement vite. Ben, en fait, j'ai même pas le temps de d'aller en profondeur sur mes idées et j'aurais pas besoin je cherche toujours 4, 5, 6 idées. En fait, j'en développerai 2 à fond, ça serait génial. Et c'est ce que je commence Exactement. à Ouais. comprendre. Et du coup, c'est une belle source de motivation interne aussi, de se rendre compte qu'on n'a Ouais. pas besoin de faire autant et que, bon, voilà, ça c'est top. Génial. Dernière question par rapport à la Ouais. situation Covid Mmh. et aujourd'hui. Finalement, pour les personnes qui, aujourd'hui, donc, que j'accompagne, qui veulent se lancer dans une nouvelle voie pro, selon toi, selon ta vision du marché, quels sont les secteurs qui vont être porteurs là maintenant pour une personne qui a envie de se reconvertir? Qu'est-ce que tu dirais, peut-être deux, trois pistes qui peuvent Mmh. marcher maintenant? Corona, c'est triste parce que pour des entreprises comme les miennes, c'est la meilleure chose qui puisse s'être passée. C'est terrible et je ne peux pas contrôler Corona, personne ne peut contrôler ça. Mais pour ceux qui sont dans le secteur web, internet et digital, c'est la, je veux dire, c'est une croissance garantie. C'est hallucinant. Et ce qui serait intéressant, c'est pour ceux qui regardent cette interview, c'est d'aller voir un petit peu les, la vague e-commerce Mmh. depuis avril 2020, de regarder avril 2019 et de voir la croissance
depuis avril 2020. Et j'étais interviewé par Yahoo Finance pour ça, où la première question, c'était justement comment est-ce que le monde a changé comment est-ce que le monde e-commerce a changé avec Covid. Et la réponse, c'est que la première chose que ça montre, c'est que nous, l'être humain, le consommateur, on est capable de changer nos décisions d'achat du jour au lendemain. Et là où beaucoup de sociétés disaient non, mais de toute façon, l'être humain, il va toujours devoir aller au magasin, il va toujours devoir aller à tel et tel endroit pour acheter. Le monde a montré, Corona a montré vraiment, Covid a montré que c'est pas vrai finalement. Il y a des personnes qui aujourd'hui, je pense à la génération de mes parents, qui n'avaient jamais rien acheté sur Internet. Ah ouais. Et aujourd'hui, ont créé un compte Amazon cette année et puis qui ont acheté 1, 2, 3 produits. Et je sais, en observant ça, parce que ça fait je vends sur Internet depuis 2000 et mon premier produit à moi en 2003. J'ai vu tellement de vagues d'évolution. Je sais que des marchands ont perdu mes parents et que mes parents, sur certains secteurs, certaines dépenses annuelles, ne vont plus aller en magasin. Et mes parents, c'est 2 personnes. Donc, tu fais ça fois des dizaines, des centaines de millions. Le comportement a changé du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que le marchand, finalement, ne contrôle pas le comportement du client. C'est le comportement du client qui doit dicter le comportement du marchand. Intéressant. Et on a montré qu'on est capable d'acheter beaucoup plus sur Internet parce qu'il n'y a pas d'autre option. Et donc, oui, ce que je disais justement sur Yahoo, c'est que oui, tout à fait, il va y avoir un segment de cette population qui n'achetait pas sur Internet avant, qui va retourner en commerce physique. Mais il y a aussi un pourcentage qui ne va soit plus jamais retourner, soit qui va réduire. Et donc, ils vont acheter sur le web. Donc la chance que tu as, c'est d'avoir démarré sur Internet il y a plusieurs années maintenant. Tu comprends ces outils, tu connais ces outils. C'est une chance pour nous, finalement, pour ceux qui comprennent ça. C'est un malheur pour ceux qui ont repoussé. Et on en parle chaque semaine depuis que Covid a commencé. En interne, en équipe, on parle de ça. Les entreprises, les entrepreneurs qui ont repoussé, et tu les as entendus, ouais, Internet, c'est pas important pour mon activité, les réseaux sociaux, c'est éphémère, Internet, c'est éphémère. Aujourd'hui, soit ils ont fait faillite en l'espace de quelques semaines, quelques mois, et tu vois des monstres, tu vois des compagnies aériennes qui littéralement soit ont fait faillite, soit vont faire faillite. Donc, c'est pas seulement le petit entrepreneur, c'est des groupes qui pensaient tout savoir et qui ont délaissé le web. Et finalement, voilà, il y a des conséquences hyper désastreuses. Donc, pour toutes les activités qui touchent au web, on a de la chance parce que non seulement les choses vont bien, mais les choses vont beaucoup mieux qu'avant même. Donc, ça, c'est la toute première chose. Je dis tout ça pour dire que les carrières qui touchent à tout ce qui touche au web vont généralement avoir un super avenir. On a recruté 10 personnes ce mois-ci, justement au mois de juin. Le mois prochain, ça va être un minimum de 5, mais probablement une bonne dizaine de personnes encore. Donc, je veux dire, c'est là que se passe. Donc, l'avenir, moi, ça fait, et je dis ça justement sur une interview, que moi, je mise sur Internet depuis 2003. Quand je suis décédé, je me suis dit, l'avenir de ma vie, donc les prochaines décennies, c'est le web. Peut-être que je me plante, mais moi, je mise sur le web. En 2000, ça a mis 17 ans pour que le monde se rende compte, par la force des choses, que le web, c'est pour toujours finalement. Et donc, tout ça pour dire que les secteurs qui touchent à des compétences qui peuvent être relayées sur le web vont prospérer de plus en plus. Je pense notamment à tout ce qui touche à la communication. Aujourd'hui, et on a littéralement une liste d'attente pour certains de nos programmes où on ne peut pas servir les clients parce qu'on a trop de demandes. Parce que les entreprises, les entrepreneurs, les dirigeants se rendent compte que c'est maintenant ou jamais. Et donc, si ton audience qui veut transitionner du salariat normal ou te créer des sources additionnelles de revenus, peuvent trouver une compétence qui est uniquement payable et accessible via le web, c'est là qu'ils vont pouvoir se faire 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois de plus à côté de ce qu'ils font. Ça peut être du community management sur les réseaux sociaux.
les restos, les bars, les salles de fitness, le resto du coin, le commerce, l'artisan. Aujourd'hui, il peut uniquement survivre. Il y a des commerces qui ne peuvent survivre qu'avec Internet. Et vu qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, le fait de faire du réseau social pour ces artisans, c'est une mine d'or aujourd'hui pour ceux qui veulent apprendre. OK, je vais faire la gestion de réseaux sociaux pour 2-3 restaurants du coin. Et ils vont payer. Ces restos vont payer parce qu'ils doivent payer. Donc, tout ce qui est communication qui touche finalement à la distribution de messages via les réseaux sociaux sur le web, c'est le début de cette révolution finalement. Parce que le monde fait qu'aujourd'hui, on communique de plus en plus. Et il y a cette peur de nouvelles vagues de Covid. Je pense qu'en France, vous le voyez aussi. Aux États-Unis, c'est une horreur. En Asie, c'est aussi une horreur maintenant. Il y a ces vagues, on sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas est-ce que ça va durer, est-ce que ce sera 3 mois par année où on devra être en confinement? Est-ce que ce sera 2 fois 3 mois par année? Est-ce que ce sera 2 fois 3 mois par année pendant les 10 prochaines années? Personne ne sait. Littéralement, personne ne sait. Si à Noël, il y a 6 mois, on nous avait dit vous allez devoir rester 2-3 mois à la maison sans rien faire, tout le monde rigolerait. Personne n'aurait cru, ouais, c'est clair. Exactement. Donc, tout ce qui est job d'appoint, d'aide, d'assistance au commerce, aux millions de commerçants aujourd'hui, ces commerçants vont devoir payer. C'est très simple. C'est soit ils vont devoir payer, soit ils vont devoir fermer. Complètement. Il n'y a pas le choix. Donc, tout ce qui est communication, gestion des réseaux sociaux, ça peut être gestion de l'inventaire, ça peut être comptabilité en ligne. Il y a beaucoup d'artisans qui n'ont jamais eu de comptabilité en ligne. Donc, ceux qui ont fait de la comptabilité ou des services administratifs en physique, en présentiel, de traduire ça, de mettre ça sur le web et d'offrir ça à des commerçants, à des artisans, c'est une véritable mine d'or. Donc, de réfléchir avec l'état d'esprit de dire, OK, qu'est-ce qui se passe si Covid dure pendant 5 à 10 ans? Est-ce que mon job, est-ce que les compétences que j'apporte aujourd'hui à mon patron, est-ce qu'il y a des chances que je reste ou est-ce que ça va migrer différemment? Donc voilà en gros quelques pistes. Tout ce qui touche finalement au virtuel maintenant, j'ai jamais vu, comme je dis, ça fait 17 ans que je vis tous les jours dans les réseaux sociaux, enfin dans le web et puis les réseaux sociaux par la suite. Personne n'a vu une croissance de ce qu'on voit ces 3-4 derniers mois. Et c'est une croissance telle que le comportement humain, le comportement du consommateur va changer et a changé pour toujours. Génial. Super, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces pistes. Là aussi, Avec très, plaisir. très concrètes sur. Donc, on a vu énormément de choses aujourd'hui, beaucoup de pépites sur l'état d'esprit. Merci beaucoup, Mathias, pour tous ces conseils et aussi des conseils ultra pratiques. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille autant dans le détail sur des types de métiers. Merci beaucoup, parce que Avec plaisir. il y a vraiment beaucoup d'opportunités auxquelles je n'avais pas vraiment réfléchi de mon côté, mais là, tu as listé toute une palette de choses qui est vraiment devenue de première nécessité. En fait, avant, l'entrepreneuriat pouvait être aussi, j'ai envie de créer quelque chose de différent, de nouveau, donc c'est aussi quelque chose, ok. Mais à la base, c'est répondre à un besoin, et aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins à fond, donc concentrez-vous sur ça. Si vous n'avez pas d'idée, regardez quels sont vos talents et ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez faire, et puis il y a énormément d'opportunités de nouvelles voies pro à ce niveau-là. Mathias, tu as une actualité, quelque chose peut-être on peut te retrouver pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus, de bosser à ton contact? J'imagine que tu mettras peut-être des liens autour du podcast, des liens, voilà. Donc, ça peut être sur l'un de mes podcasts, ça peut être la page Facebook, ça peut être Instagram. Yes. Il y a plein de moyens. Donc, quels que soient les liens que tu postes, ce sera un plaisir de… Ok, génial. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. On s'arrête là. Très bonne fin de journée à toi. À toi aussi. Et puis, c'était vraiment super cool. Merci. Ça marche. Ciao, Mathias. Salut.